Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Club de Femmes et Diversité. À vrai dire, c'est la 39e édition. Femmes et Diversité est une association que j'ai créée en novembre 2019, donc bientôt 5 ans. Cette association met en lumière la diversité des femmes et les femmes de la diversité en leur donnant la lumière à travers un long métrage que j'ai co-réalisé avec le fabuleux Nabil Senhaji que j'embrasse. Une collection de portraits de femmes inspirantes à qui j'ai donné la parole et une parenthèse littéraire que j'ai appelée le Book Club de Femmes et Diversité. Tous les mois, depuis le premier confinement, j'ai l'immense honneur de recevoir une écrivaine qui nous enchante et qui nous inspire pour aborder des questions en lien avec la condition des femmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nora Asseval. Au commencement était le Verbe. Cette phrase de l'évangile de Jean nous rappelle que rien n'existe si le Verbe au sens de la parole n'existe pas. Comme si l'oralité structurait notre condition humaine en lui donnant du sens. Le Maghreb a une longue tradition orale, riche de récits merveilleux, de légendes, de fables. Cette tradition du conte façonne notre mémoire, alimente notre inconscient et nourrit nos identités culturelles depuis des générations. Nora Asseval, conteuse et auteure de nombreux ouvrages dont Sagesse des femmes du Maghreb, publiée aux éditions Almanar, œuvre depuis 20 ans à sauvegarder la mémoire des peuples du Maghreb en collectant et en retranscrivant ces contes populaires. Nora est une conteuse, mais pas que. C'est aussi une passeuse qui relie les mondes de l'oral à l'écrit, du passé au présent, du Maghreb à l'universel. Merci beaucoup, Nora, d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci à tout le monde d'être là. Alors, j'aimerais dans un premier temps, puisqu'on a identifié quelques contes dans lesquels on va se plonger tout à l'heure, j'aimerais dans un premier temps parler du travail de collectage que tu réalises. J'aimerais savoir comment ce travail de collectage se fait, qui sont ces conteuses avec qui tu es en contact, et quelle est la place de la confiance qui est accordée pour pouvoir réaliser ce travail de collectage. Le collectage, c'est pour moi une très grande passion et très vite, j'ai toujours aimé écouter les contes traditionnels, de la pure tradition qui viennent de la bouche de femmes, en général du monde rural, parce que j'ai eu la chance de naître dans une ferme, dans une tribu, dans un univers rural. Et la famille de ma mère, euh, vivait sous la tente. Ma mère est née sous une tente, ma grand-mère est née sous une tente. Donc, je suis issue d'une tradition de nomades transhumants où la littérature orale était vivante. Bon, moi, mon père étant d'origine espagnole, pied noir, français, je suis née dans une ferme. Donc, ce mélange des deux mondes, bien que douloureux, est enrichissant surtout. Et donc, j'ai toujours aimé écouter les contes traditionnels tels que je les ai entendus pour bercer mon enfance dans la bouche de ma mère, de ma grand-mère, ma tante et les femmes de ma tribu. Et très vite, j'ai pris conscience que ces contes risquaient de se perdre. Je ne sais pas pourquoi. Bien avant d'effectuer mes études universitaires et de réaliser un travail de recherche sur le sujet, j'ai pris conscience de la disparition de ces contes. Et finalement, le futur m'a prouvé que j'avais raison parce que tous ces moyens modernes font que la parole n'est plus donnée aux anciens. Hein, voilà. C'est ainsi que va le monde. Mais ça s'est accéléré. Il faut dire que les choses depuis un siècle s'accélèrent. Hein. C'est pas avant, il fallait attendre plusieurs millénaires ou plusieurs siècles pour un changement. Là, tout s'accélère. Et donc, j'ai commencé à collecter et vraiment de façon personnelle. J'ai toujours enregistré les comptes auprès des femmes. Ça n'a pas été facile parce que souvent ces femmes me disent, mais non, mais toi, tu sais lire, tu sais écrire, tu vis en France, tu as tout à la télévision, parce qu'elles sont fascinées par le moderne quand même. Et je leur explique que non, que ce que j'aime entendre, c'est leur façon de raconter et comment ça se présente dans la tradition, etc.
Et ces femmes m'ont donné leur confiance, mais parce que je suis de cette tribu, j'ai commencé. D'ailleurs, mon terrain de collectage privilégié, c'est autour de Tiaret, du sud-ouest de l'Algérie, de ma tribu maternelle qui se trouve exactement à Tousnina, les Ouled Sidi Khaled. Donc, ils sont attachés à un saint patron. Voilà, ça fonctionnait comme ça, les tribus. Chaque tribu avait un saint patron. Et elles m'ont accordé la confiance avec le temps parce qu'elles ont vu que je revenais toujours à la charge, que je revenais toujours. Elles me disaient, ah, je vais te donner, tu veux un peu de couscous, tu veux prendre avec toi un peu de gâteau en France. Et moi, je disais, non, si vous voulez me faire plaisir, donnez-moi un compte. Et Mm. elles ont compris que c'était ma passion. Et elles me font confiance parce que je n'ai jamais divulgué leurs images sur les réseaux. Donc maintenant, je peux rentrer chez eux, prendre toutes les photos, filmer celles qui m'ont déjà fait confiance. Les personnes nouvelles que je rencontre hésitent avec tous les réseaux. Maintenant, sur TikTok, sur Facebook, on retrouve toutes les images des gens qui n'ont pas donné leur autorisation. Et ça, moi, je me garde, je préserve beaucoup cette intimité familiale féminine et les hommes comme les femmes m'acceptent. Là, par exemple, j'étais le 20, c'était non, le 19 septembre, j'étais sur le terrain en train de filmer une sorte de grand moussem, on dit au Maroc le moussem, nous on dit la tam, wada, une grande fête avec des fantasias, des conteurs, et tous les gens de Sidi Khaled font des offrandes, font le couscous, sacrifient des moutons. Et il y a une très, très grande fête qui réunit tous les membres de la tribu. Elle se fait tous les ans au mois de septembre. J'étais là-bas, je suis rentrée au milieu des femmes, je suis rentrée au milieu des meddeh, les conteurs du souk, et je les ai filmés. Et les gens qui ont vu les films m'ont dit, mais c'est très drôle, personne ne te regardait, Nora. Tu faisais partie du décor. Mm. Alors que je ne porte pas le voile, je suis comme je suis maintenant. Je me suis toujours présentée de la même manière, tête découverte, habillée comme je le suis à l'européenne. Et les gens ont fini par m'accepter parce que je pense que j'ai respecté leur intimité et ils m'ont accordé leur confiance. Et en plus, j'explique toujours aux femmes ce que je fais de leur compte, que je les garde pour la postérité, pour l'avenir, et que certains, je les mets dans les livres et on verra à la fin de chaque fois que j'écris un livre, à la fin, il y a les noms des conteuses et des conteurs. Mm. Et bien sûr, des conteuses qui ne savent pas écrire et je leur donne un livre. Hein. Chaque fois que le livre sort, j'achète un lot de livres et puis je leur offre un livre avec une dédicace et elles sont très heureuses de voir, elles qui sont issues de l'oralité, leur nom dans l'écrit parce que l'écrit est fascinant aussi pour les gens qui sont de l'oralité. Mm. Je ne sais pas si Exactement. j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Cette question de la confiance, elle se fait au fil du temps. Et Oui, justement, je trouve que c'est vraiment des une marque années et des années. des Hein. années, des années. Ça me rappelle le travail de Nadia Ferrouki, qui a fait un très beau livre sur les sociétés matrilinéaires, d'origine algérienne aussi. D'ailleurs, je t'embrasse, Nadia, où elle raconte en fait que, eh bien justement, lorsqu'elle va à la rencontre de ces peuples et de ces femmes, euh, l'appareil peut être très intrusif, l'appareil photo peut être très intrusif, et donc c'est vraiment la relation de confiance et le fait d'être accepté par ces communautés qui fait que le travail est beaucoup plus facilité. Donc la confiance est absolument centrale. Alors, Et surtout, je voudrais souligner une chose, on ne collecte pas et on s'en va sans donner de nouvelles. Hmm, Je garde une relation et tous les ans, quand je retourne, je visite chacune des personnes qui m'a confié ses comptes. Elles hmm, deviennent des membres de ma famille, des amis. hmm, C'est très important. C'est pas je absolument. prends et je m'en vais et je donne plus de nouvelles. Ouais, Non. ouais, c'est la confiance et le respect finalement. Ouais. Alors, dans le titre, bon, bah, le titre, c'est Sagesse des femmes. En lisant les différents contes, je crois qu'il y en a 33 différents. Il y a évidemment, on s'aperçoit que les femmes ont une certaine intelligence, une certaine finesse
une certaine beauté à gérer des situations tendues, conflictuelles. Pourquoi avoir choisi le mot sagesse des femmes plutôt qu'intelligence? Oui, j'aurais pu, je dis toujours qu'avec le recul, j'aurais dû prendre comme titre Patience des femmes. Hmm. Mais la sagesse naît de la patience. Toutes ces femmes sont très patientes. Au départ, Au départ, je me disais, bon, sagesse des femmes, elles souffrent toutes pour parvenir, il y a une souffrance, mais elles souffrent toutes pour parvenir à leur fin. Et puis, et bon, pas dans tous les contes, parce qu'il y a aussi des petites ruses, il y a aussi des solutions apportées spontanément par des femmes très intelligentes. Et c'est cette patience qui me conduit à parler de la sagesse. Parce que ce sont des femmes qui supportent sans fléchir, hein, et qui ont une foi. Elles ont la foi de parvenir finalement à ce qu'elles recherchent. Voilà. Et on appelle la patience, on l'appelle en arabe sbar. Hmm. Et voilà, c'est surtout ça. Voilà, Hmm. c'est la sagesse pour moi, c'est la patience et il n'y a pas de sagesse s'il n'y a pas de patience. Hmm. Oui, et puis la sagesse, c'est l'intelligence aussi de comprendre que nous Ben oui, appartenons à un écosystème qui peut être parfois très patriarcal et se reconnaître sa place et de composer avec ça, en fait, finalement. ben oui. Et je Et connais dans plus, la je me souviens plus de préface la du phrase livre, qui dit Mon Dieu, donne-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer oui. et le courage de changer ce que je peux changer ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus de la phrase exactement, mais. Euh, Moi, ce qui m'a aidé aussi d'avoir un autre regard sur mes contes, c'est la préface de Nadine Decour. Bon, Nadine Decour, Nadine Decour est une magicienne, hein. Elle est anthropologue comparatiste, spécialiste de littérature orale. Elle s'est présentée, mais elle n'a pas dit qu'elle a enseigné à l'université de Lyon, ou alors elle l'a dit très brièvement, et qu'elle est spécialiste quand même des contes du Maghreb et qu'elle a toujours mis en avant. Elle a toujours mis en avant l'interculturalité et le conte a beaucoup servi. Elle a publié un livre d'ailleurs qui s'appelle La vache des orphelins, le conte le plus célèbre du Maghreb. C'était sa thèse de doctorat. Et je l'ai découverte et vraiment, pour moi, c'est une des plus belles rencontres dans ma vie. Et elle, comment dire, quand Nadine lit un texte et elle apporte son analyse, du coup, le texte prend un autre sens. Et mon livre a pris, même pour moi, un sens nouveau quand j'ai vu la préface avec des petites analyses de chaque conte, hein. Hein. Mm. Donc, Nadine parle de l'éloge du savoir-faire des mains, l'éloge de la parole. Et, et, et on a même eu une aventure, je ne sais pas si elle pourra en parler, autour d'un conte, autour de la gerboise. Et du coup, les peaux de gerboise, c'est le titre du conte. Et c'est toute une partie, selon Nadine, cette femme, elle participe à l'économie. Hein, à Mm. l'économie. Hein. C'est un Mm. conte, mais elle participe à l'économie. Et autour de la gerboise, j'espère qu'elle nous en dira un mot, comment la gerboise a pris une grande place euh, dans, dans, dans ce livre. Dans ce livre. Et Mm. du coup, là, j'étais en Algérie, j'ai collecté beaucoup de récits sur la gerboise. Parce que du coup, la gerboise, je la vois plus de la même façon. Et si Nadine pouvait nous dire juste quelques mots sur Louis XIV, la gerboise, comment on a découvert ça, c'est extraordinaire. Et il y a un lien avec les Mille et Une Nuits et Anna Dieb. Mm. Alors, je vois que je suis invitée à intervenir. Merci beaucoup, Nora. Moi, j'adore t'entendre parler. Voilà, je, je ne pourrais pas dire de moi ce que tu dis de moi. Donc, merci beaucoup de ta confiance.
effectivement, c'est toujours une merveille à travers cette parole des contes qui finalement circulent tellement d'une culture à l'autre et dans les espaces et les temps, de voir comment on peut découvrir tout d'un coup, faire des rencontres incroyables. Et dans ce, comment dire, moi, cette gerboise dont il est question, elle m'avait posé, j'ignorais tout de la gerboise, je n'avais jamais rencontré de gerboise, sauf que dans des livres pour enfants, quand on s'aperçoit que la gerboise apparaît dans des livres pour enfants qui présentent le désert, etc. Et je me rendais compte que toi, le conte, en fait, comment dire, le conte présente toujours des sortes de rugosité, d'aspérité qui résistent à l'analyse rationnelle, si je puis dire. Et donc, je voyais, Nora, que toi, la gerboise, ces pots de gerboise, c'était important pour toi. Et moi, j'étais complètement ignare, en fait, et décontenancée par la gerboise. Et euh, les enchantements d'Internet font que, tapant le mot gerboise, je suis tombée sur un spécialiste de la gerboise, en fait, qui est un spécialiste d'Antoine Galland et qui se dit amoureux de la gerboise et qui est allé voir comment, sous Louis XIV, en fait, un grand voyageur médecin, Paul Dukas, avait embarqué avec lui Anna Diab et comment ces gens-là sont passés par Alep, par Tunis, et finalement ont découvert à Tunis des gerboises. Ils ont acheté 9 gerboises qu'ils ont voulu rapporter à la cour de Louis XIV. 2 gerboises ont survécu, mais toujours est-il que 2 gerboises ont été présentées à Louis XIV, qui est tombé finalement en admiration devant ces gerboises, et toute la cour et les dames, les grandes dames, en fait, étaient en admiration, avec la peur que ces gerboises se faufilent sous leur robe. En fait, il y a eu toute une découverte, en fait, de la gerboise, à tel point même que Louis XIV a demandé à Anna Diab, qui était finalement le accompagnateur de Paul Dukas, qui s'est occupé de ces gerboises, d'écrire le mot gerboise. Donc Louis XIV, sachez-le, chers amis, a été heureux qu'on lui écrive le mot gerboise en arabe, en fait. Et je me suis aperçue qu'effectivement, cette gerboise était extraordinairement métisse, en fait, emblématique d'une forme de métissage, et qu'elle est devenue presque mon animal fétiche du jour au lendemain, parce que, et c'est toi, Nora, qui me le dira, elle a des oreilles de quoi des oreilles de lièvre. Elle a des pattes de lièvre, en tout cas, des grandes oreilles, des pattes des kangourous, presque, une grande queue, en fait. Elle a, je crois, enfin, elle a une sorte de qualités qui font que c'est un animal, en fait, qui est nocturne en même temps et qui est tout à fait curieux. Et dont une sorte de petite souris, en fait, dont ta femme la femme du Ramès, je crois, non, la femme du commerçant. Femme du commerçant avare. Ah, voilà, Hmm. fait des petites musettes pour y prélever un petit peu de nourriture pour survivre et pour finalement résister, oui, pour finalement survivre. Et voilà, autour de cette gerboise, si vous voulez, pour moi, en tant que chercheuse, entre guillemets, enfin chercheuse, exploratrice comme toi, mais dans les textes, en fait, je suis un peu une exploratrice des textes, en fait, et je me suis aperçue qu'il se passait énormément de choses autour de cette gerboise et que c'était une sorte d'animal magique et qu'on pourrait dire presque emblématique d'une pensée métisse, en fait, au jour d'aujourd'hui. Hmm. Euh, et voilà, enfin, donc, comment dire, cette gerboise est un bon exemple du type de collaboration que je peux avoir avec Nora, qui sont pour moi des enchantements et qu'on peut partager avec tout le monde, en fait. Justement, eh bien, on va faire référence au conte qui s'appelle La peau de la gerboise en page 86. Nora, tiens-toi prête pour lire un passage. C'est un conte Oui. qui parle d'avarice et d'argent. Zara, qui est donc la femme de la maison, elle réalise secrètement des provisions en nourriture d'un mari qui la rationne. Dans ce conte, on voit que l'homme détient un pouvoir économique, un peu totalitaire d'ailleurs, mais qu'en temps de disette, la femme ne manque pas de ressources pour le tirer d'affaire. Donc la sagesse de la femme force quelque part l'humilité de l'homme. Donc si tu es d'accord, Nora, j'aimerais bien qu'on lise le passage qui commence par Épouse bien-aimée en page 86. Comme ça, Oui, épouse. euh, Oui, alors l'homme avare qui donne à sa femme juste une poignée de semoule, une cuillerée à café de sucre, une cuillerée à café de café, d'huile, de beurre, il la rationne et elle,
et il lui offre une gerboise. C'est-à-dire, au lieu d'acheter de la viande ou de sacrifier un mouton, parce que la viande de gerboise est délicieuse, ça se mange. C'est comme une petite souris. C'est peut-être horrible à dire, mais moi-même, dans mon enfance, j'en ai chassé et grillé et mangé quand j'étais à la campagne. Et donc, la gerboise, ça se mange. Et il lui apporte une gerboise, donc elle a de la viande, une petite souris, hein, et elle garde la peau de la gerboise. Et dans la peau, elle travaille la peau, comme on travaille les petites musettes, comme on travaille ce qu'on appelle en arabe les mezwoud, dans le monde rural pour conserver les aliments, la semoule, etc. Elle les travaille et elle met, même s'il la rationne, elle met toujours un petit peu de ce qu'il lui donne dans les peaux de gerboise. Et un jour, l'homme fait faillite et il se tourne vers qui? Il y a un homme qui vient lui proposer une association. Il a honte, il n'y a pas de quoi lui offrir un café, il n'y a plus rien. Et il va vers sa femme et lui dit, Épouse bien-aimée, pourras-tu me sauver? Le cellier est vide et mon hôte pourrait me permettre de le remplir de nouveau. Cet homme providentiel est la solution, mais si je ne lui offre pas même un café, jamais il ne me fera confiance. Humiliation et misère, fais quelque chose. La femme sourit et le rassura. Cesse de te tourmenter et garde ta dignité. Rejoins ton hôte. Le café va être prêt et le repas de midi suivra. L'homme, abasourdi mais rassuré par le ton confiant de son épouse, rejoignit son hôte. Pendant ce temps, la femme sortit de son coffre les musettes de gerboise, de peau de gerboise, et y puisa de quoi préparer café et repas. L'invité se régala et l'association fut scellée. J'arrête là et c'est ainsi que la femme a repris le pouvoir économique et l'histoire, je dirais quand même la chute, c'est que le mari va lui donner les clés et il va lui dire, désormais, une fois que je franchis le seuil de cette maison, c'est toi qui commandes. Donc, elle reprend tout le pouvoir au du sein foyer. au sein du foyer, alors que depuis le début, elle n'a jamais protesté. Et lui-même, quand elle va lui présenter le repas et qu'elle va lui donner, montrer toutes les pots de gerboise dispersées vides, il va la regarder et puis lui dire, mais comment as-tu fait? Je te donnais juste de quoi survivre. Mais voilà, comment, il y a une formule en arabe, je ne sais pas comment le traduire en français, on dit, c'est-à-dire que par petits bouts, on peut faire des économies ou finir ce qu'on a mis, nos réserves, Mm. par petits bouts. C'est l'histoire d'une femme qui met son doigt toujours dans le pot où il y a le beurre mélangé avec le jus de date parce que c'est sucré, c'est bon. Et elle dit, oh, un petit doigt, ça videra pas le pot. Un petit doigt, et puis jusqu'au jour où elle a trouvé le pot vide. Mm. Mais dans l'inverse aussi est possible. Mm. Voilà. Et quelque part, dans ce conte, on voit aussi que finalement, on dit on peut avoir une belle maison et pas de foyer. Et en fait, ça rectifie, ça rétablit en fait le rôle de la femme comme Oui. maîtresse d'intérieur. C'est elle qui est en responsabilité du yin, enfin de l'intériorité, quoi. C'est-à-dire du Oui. foyer, de ce qui nourrit finalement, de ce qui ressource. Et je trouve que ce conte est fabuleux puisqu'il rétablit finalement l'équilibre entre le masculin et le féminin, Parce que symbolisé l'intérieur par de la l'homme et la maison, femme. dans tous ces contes, se passe à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du foyer, au sein du foyer. C'est le royaume de la femme, Mm. le sein du foyer. Elle est la gardienne du foyer. La femme est réellement la gardienne du foyer. Et le fait que l'homme lui ôte même les clés du cellier, c'est une honte Mm. parce que c'est un avare. Non seulement elle lui a prouvé qu'elle était capable de faire des économies, mais elle a surtout guéri de son avarice. C'est un miracle, parce que les avares, je crois qu'on ne guérit pas de l'avarice. Donc, ça montre aussi que la femme, comme dit Nadine Decour, elle a l'art de la gouvernance. Mm. On va rester dans cette même thématique sur justement le rapport entre l'homme et la femme quand il y a parfois un rapport de force, avec notamment le conte qui parle de justement la femme et la force de l'homme.
Donc, c'est l'histoire d'un sultan qui rencontre un homme, un maçon, qui a une force extraordinaire et qui lui demande d'où lui vient cette force. C'est en page 25 à 26. On avait fait un petit récap tout à l'heure. Donc, le sultan tira sur la bride. Si tu veux bien lire un petit passage, Nora, et puis ensuite, Oui. on va regarder un peu ce que ça Donc, évoque. comme tu l'as si bien dit, le sultan arrive et voit ce maçon en faire des prodiges. Le sultan tira sur la bride et questionna l'homme. Maître maçon, d'où te vient cette force extraordinaire? Tout naturellement, l'homme répondit, Monseigneur, ma force vient de ma femme. Te moquerais-tu de moi? C'est un miracle que de voir un homme presque chétif réaliser de telles prouesses. Explique-moi ton secret ou je te fais trancher la tête. Que manges-tu? Que bois-tu? Seigneur, c'est la vérité. Ma femme est à l'origine de ma force, dit l'homme. Et on arrête là et on va voir comment le sultan va trouver cette femme et comment elle va lui prouver qu'elle peut faire perdre à son mari du jour au lendemain toute sa force. Et là, il s'agit tout simplement d'amour. Oui. C'est Est-ce c'est que je l'amour. Oui, Oui, Nadine, je vous en Est-ce que je prie. peux dire un mot? Justement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce conte, qui m'a beaucoup amusé, parce qu'en fait, quand on écoute des contes, on les entend en résonance avec toutes sortes de récits, en fait, qu'on a déjà entendus. C'est que là, dans cette idée de d'où vient ta force, on est typiquement dans le motif de ce qu'on appelle dans la littérature orale occidentale, mais il y a des variantes ailleurs, Jean de l'Ours, c'est-à-dire d'où vient ta force, on a l'idée de la masculinité, de la virilité, c'est Jean de l'Ours, qui a la massue, qui est Hercule, qui a la force. Et tout d'un coup, là, on est déstabilisé parce que la force va venir de la femme. Et c'est très drôle, en fait. Donc, je voudrais insister sur le caractère d'humour, en fait, humoristique de la narration. C'est-à-dire que plus on connaît les contes, plus on est sensible à des petites différences. Et là, la saveur de ce conte, pour moi, en fait, c'est que par rapport à tout cet immense cycle de Jean de l'Ours, ben, pour le coup, c'est non pas la massue, mais c'est la femme. Voilà. Donc, c'était pour oh, super. parce que dans tes contes, Nora, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ce dialogue homme-femme, il n'est jamais question de se taper dessus. Dans les contes, on s'amuse, en fait. Mm. Et tout d'un coup, on pourrait partir sur Jean de l'Ours, et non, c'est la femme qui fait la force de l'homme. Et c'est extraordinaire, en fait. Mm. Et on s'amuse. Mm. On ne peut pas se taper dessus. Voilà. Superbe. Voilà, une preuve du côté magique de l'analyse de Nadine. Oui. Et puis, dans ce conte, l'amour ou les marques de tendresse que montre la femme à l'homme, c'est aussi une question d'énergie. C'est-à-dire que Oui, l'amour que lui porte sa femme lui donne tout de à fait. l'énergie pour réaliser. Donc, on n'est pas dans un amour romantique un peu à la Disney. C'est un amour puissant qui, encore une fois, qui ressource l'homme, qui le nourrit. Oui, qui montre le Euh, pouvoir de la femme. Hein. voilà, c'est ça. Je Même sais si pas elle est dans le foyer, c'est lui qui va travailler à l'extérieur. Elle est la gardienne du foyer, mais elle intervient sur sa force extérieure, sur ce oui, qu'il fait à l'extérieur. absolument. Hanan, je te laisse la parole. Merci. En fait, moi, d'après les extraits lus par Nora, j'ai essayé de tisser des liens avec Mille et une nuits, Kalila et Demna, les fables de La Fontaine. Il y a aussi cet aspect dialogique. Et j'aimerais bien poser une question sur la métaphore. La métaphore, puisqu'elle s'est référée à des personnages animaliers en quelque sorte, parce que moi, j'ai pas lu le texte, mais quand même, j'essaie de découvrir avec vous et c'est ce qui est intéressant dans cet atelier. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez pensé à toutes ces références en faisant les contes, en réalisant votre livre ou non? Est-ce qu'il y a des références occidentale et orientale? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des dialogues, sur des livres de stylistique, ou bien ça vient de la manière la plus naturelle? Voilà, c'est ça ma question.
Oui, je vais essayer de répondre. Elle est compliquée. Ce qui me passionne quand j'ai un conte devant moi, bien sûr, de la façon la plus naturelle. Au départ, quand je l'écris, je ne veux pas rentrer dans l'analyse parce que je crains de détourner les choses. Donc, je m'efforce de le traduire au plus près de l'oralité, et ce n'est qu'après que je découvre les richesses qu'il peut contenir. Et bien évidemment, aussi, j'aime beaucoup les versions. Je suis passionnée par les versions et souvent, dans tous nos contes, il y a des versions dans le monde entier, donc des versions dans Grimm. Il y a très peu de contes dont je n'ai pas trouvé de version ailleurs et occidentale. En revanche, la stylistique, j'avoue que je me suis pas penchée dessus, mais l'art des contes, c'est justement d'être dans différentes langues, différents espaces géographiques et linguistiques, et en même temps conserver le même récit, le même sens, les mêmes métaphores. J'aime à raconter que quand j'ai collecté Fibules d'argent, qu'on appelle en arabe Bzim Telfava, c'est la version de Blanche-Neige. Ça, je l'ai vite compris. Et il n'y a pas au début, on ne me disait pas les sept nains, mais on me disait les sept tolba, les taleb, donc les religieux. Et pendant des années, je me disais, c'est dommage, je suis sûre que les religieux, ce sont les sept nages. Et puis un jour, je rencontre une femme par hasard, une femme qui sait ni lire ni écrire, qui est du sud de l'Algérie, une femme issue d'un monde nomade, et elle me raconte cette version, elle me dit, tu la connais? Je dis non. Et je ne mens pas en disant non, parce que sa version, je la connais pas, parce que je sais que les versions, elles contiennent des richesses et quelquefois, on découvre une pépite comme ça, même si on connaît le conte. Et je l'écoute, et puis au bout d'un moment, elle emploie un mot en arabe que je n'arrive jamais à retenir et qui veut dire nain. C'est Arwez en arabe littéraire. قزم قزم Oui, voilà, c'est Arwez ou Aqza ou أقزام Aqzem. Voilà, جمع أقزام voilà, Aqzem. Merci beaucoup. Aqdam, Jama Qadam. Alors, Oui. alors, elle me dit les sept talib, Aqzem. Et je lui dis, ça veut dire quoi, Aqzem? Elle me dit, c'est des hommes qui sont petits, qui ne grandissent jamais. Alors, vous Oui. imaginez la jubilation et le bonheur. Enfin, j'avais mes nains. J'avais les nains. Donc, les contes vraiment circulent et s'adaptent à la langue, s'adaptent à la culture, s'adaptent au climat, s'adaptent à un groupe social, mais gardent toujours euh, la même histoire, le même fond, le même récit, même si l'interprétation est différente. Et la même morale, puisque les personnages illustrent en quelque sorte des morales à la fin. On doit retirer Oui, une leçon à la fin. oui. Donc, Voilà, la même morale, la même. Et alors, moi, j'ai toujours été surprise aussi, bon, entre la France, on va dire l'Europe et le Maghreb ou l'Afrique, et puis oui. j'ai retrouvé aussi des versions que j'ai entendues en Algérie, au Japon. Bon, je suis pas allée au Japon, mais j'ai rencontré une vieille dame japonaise qui m'a raconté une version que j'ai entendue auprès des femmes, des vieilles femmes, un récit sur les femmes, justement. Et la version, il n'y a que l'animal qui change. En Algérie, on parle de la hyène et au Japon, on parle de l'ours. Mais l'histoire est exactement Oui. la même. Est-ce- Et Et c'est pas avez-vous, pardon, avez-vous déjà intégré des passages poétiques, puisque aussi compter, on doit s'inspirer des procédés de style poétique, des hadiths. oui, Donc, tout ça fait oui, partie de la tradition orale maghrébine. Donc, j'aimerais oui, bien savoir si vous avez déjà intégré oui, cela, j'ai ces déjà, bon, éléments-là. les passages poétiques, il m'arrive, parce que comme je suis conteuse, il m'arrive
en racontant une histoire que j'ai entendue dans l'oralité, parce que je donne les versions aussi, même si je reste très proche du texte, je donne les versions comme moi je les raconte, surtout que je les traduis en français. Et il m'arrive d'avoir une inspiration poétique et de... Quelquefois, c'est juste traduit, hein, les formules poétiques, elles sont traduites de l'arabe, hein. Des fois, j'arrive... D'ailleurs, on dit que enfin, les gens de mon entourage, ils me disent, ah, mais tu réussis très bien à traduire les parties poétiques. Donc, et dans ce livre donc de Sagesse des femmes, il y a quelques hadiths. Voilà, il y a quelques hadiths et même, même des sourates pour D'accord, conclure. coranique. Oui, coranique. Et là où je me suis vraiment laissée aller à la poésie en français, c'est quand j'ai publié, quand j'ai travaillé sur Kezia et Diep, sur l'épopée hilalienne, version algérienne. Là, j'ai été passionnée parce que j'ai travaillé sur ce texte pendant 20 ans. Là, la poésie, les traductions venaient, et j'ai même ajouté des poèmes moi-même euh, dans certains passages pour donner la portée de ce texte, de cette épopée arabe. Disponible Merci, d'ailleurs sur Nora. notre chaîne YouTube Femmes et Diversité, puisque j'ai interviewé Nora à ce Oui, sujet. pour l'épopée. Nadine, vous vouliez dire quelque chose? Oui, à propos de tout ce qui vient d'être dit et qui est tout à fait passionnant sur cette sorte d'universalité finalement des thèmes et des contes, je voulais rappeler finalement cette phrase consensuelle chez les anthropologues et que j'aime bien dans la bouche de notre regrettée Camille Lacoste du Jardin, la grande spécialiste des contes cabines, et qui était de dire que le conte, dans cette forme de récit qui touche au plus intime de nos questionnements d'individus en société, est un discours qu'une société se tient à elle-même. Donc toute société se tient un discours par rapport au rapport de force, par rapport à la vie, à la mort, à l'amour, etc. Mais à un moment donné de son histoire, dans un contexte donné. Ce qui fait qu'on a là effectivement une parole qui est éminemment voyageuse en fait, et qui permet ce genre de rencontre, qui fait que finalement Anna Diab, le montreur de Gerboise, a inspiré à Antoine Galland tous des récits dont il s'est fait lui-même le conteur. Les derniers contes d'Antoine Galland sont véritablement inspirés par Anna Diab, le Syrien. Et donc, du coup, il y a cette sorte d'universalité qui permet de voyager partout et d'être d'autant plus sensible aux petites différences qui tiennent au contexte, à l'animal, qui fait qu'on est en curiosité et que donc on est tous finalement dans une forme de démarche, de posture anthropologique, d'écoute respectueuse de l'autre et d'écoute empathique qui nous touche au plus intime de nos propres rapports familiaux, de sexualité, d'amour, etc. Et c'est la force de cette littérature, en fait, qui est une forme d'anthropologie en elle-même, en fait, par-delà toutes les disciplines du monde. Donc, je voulais insister sur cette matière éminemment vivante et éminemment qui nous parle à tous, en fait, au plus intime et au plus universel. Et du coup, eh bien, on est dans un espace de rencontre et de curiosité. Donc, plus on est en Kabylie, plus on est au Japon. Et je voulais le dire d'une manière Hmm. raccourcie. Oui, absolument. C'est cette dimension universelle, finalement, on se retrouve beaucoup dans ces contes parce qu'ils ont une dimension universelle, parce que fondamentalement humaine. J'aimerais revenir sur la question des femmes et notamment de leur maternité avec le conte, si tu veux bien, Nora. Après l'accouchement, en page 27. Donc, ce conte-là parle de maternité et de sexualité de manière assez poétique et pudique. Finalement, ce conte-là, il restaure une image positive de la belle-mère. Je te laisserai lire un petit passage. C'est une femme qui vient d'accoucher. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler, Nora. Tiens, c'est mieux dans ta bouche, je pense. Oui, ça se passe, bon, comme la plupart de mes contes, c'est toujours dans le monde rural. Ça se passe souvent chez les nomades, sous la tente. Et une jeune nomade se retrouve seule avec son mari et elle accouche à ce moment-là. Et c'est le mari qui va lui couper le cordon, qui va l'aider et couper le cordon ombilical.
Et depuis ce moment, son mari la néglige. Et tout est dit de manière métaphorique, hein. Mm. Alors, la belle-mère dit un jour à sa belle-fille, pourquoi négliges-tu de souligner tes yeux de khol? La jeune nomade, tête baissée, répondit, belle maman, à quoi bon? Le stylet de mon étui, je l'ai perdu depuis le jour de mon accouchement. Et là, la belle-mère comprend ce que sa belle-fille vient de lui dire. Donc la belle-mère comprit l'allusion, cerna l'origine du malaise et résolut d'y remédier. Après avoir ordonné au berger de sacrifier une brebis, elle mit de côté la panse en entier, croisa quelques bûches dans la cheminée et alluma le feu. Puis elle invita son fils à assister à la grillade de la panse. Sous l'effet des braises, la large panse se rétrécit avec une déconcertante rapidité. La vieille nomade dit alors à son fils, tu vois le miracle de la vie? Ce qui se dilate au moment de l'accouchement se rétrécit aussi vite que cette panse. Instruit et heureux, le jeune homme partagea désormais sa joie avec sa femme. Depuis, ils eurent d'autres beaux enfants. Voilà, une démonstration est plus édifiante que 1000 mots. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce conte parce que ça restaure un peu l'image de la belle-mère dans sa dimension de reliante, de reliance, puisque c'est vrai qu'on a été abreuvé par des contes qui diffament la belle-mère, Grimm, Andersen et même Disney, où la belle-mère est souvent la marâtre aigrie, méchante. Et je trouve que restaurer une image positive bah, ça restaure aussi la sororité et ça restaure une image de femme puissante qui, en fait, qui nourrit en fait les liens entre sa belle-fille et son fils. Et c'est un élément pivot en fait dans cette histoire. Et bien sûr, c'est raconté avec poésie et pudeur. Donc, j'ai bien aimé moi ce conte. Oui, il me vient de ma mère. Je l'ai entendu alors que j'étais enfant. D'accord. Et donc, Oui, oui. tu l'as retranscrit à partir de ta mémoire? Oui, D'accord. celui-ci, oui, parce que il se raconte. Hein, la première version, toujours la même version. Elle vient de ma mère, mais comme la plupart de certains contes que j'ai publiés dans d'autres ouvrages. Mais il se raconte ce récit encore. Hein, il se Mm, dit encore. Il y a beaucoup d'autres récits ainsi où on utilise l'allusion, la métaphore, hein, mm, parce que tout est. Et c'est vrai que là, il y a une solidarité féminine, hein, et mm, ça montre aussi le pouvoir de la femme, de la mère. La belle-mère, elle a quand même eu ce pouvoir euh, de, d'instruire son fils. Elle a compris que son fils n'était pas instruit. oui, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Sinon, je passe à la suite. Oui, Ouais. Nadine, allez-y, je vous en prie. Juste une remarque, quand on entend ce conte, en fait, dit par Nora, on pourrait penser que c'est la conteuse du 21e siècle qui parle. Et c'est intéressant finalement d'avoir la parole de Nora, la collecteuse, en fait, la traductrice, l'enquêteuse, la chercheuse, parce que finalement c'est merveilleux de penser que cette histoire qui nous paraît si contemporaine, en fait, finalement vient de loin. Et que peut-être dans les recueils qui ont souvent été édités par des hommes, finalement, bien, il y a peut-être eu une sélection, si vous voulez, des contes qui fait que on nous a peut-être privé des contes qui mettaient en avant cette sororité ou ces relations positives de sororité. Et au fond, voilà, c'est important que Nora nous rappelle que ce conte vient de sa mère, en fait. Et n'est pas le fruit de sa parodie ou de sa transposition, de son interprétation contemporanéiste, vous voyez. Et ça donne d'autant plus de force à cette vieille parole qui est si moderne, en fait. Moi, je trouve ça très, très touchant, que cette parole soit ancienne. Oui, Ancienne, mais effectivement. elle reste aussi très actuelle Et Ben oui, et actuelle. la croirait modernisée, vous voyez. Ouais, c'est ça, tout à fait. c'est incroyable.
On reste avec cette histoire de ce rapport femme-homme, notamment avec le conte de, si tu es d'accord, Nora, femme de sultan, femme de mendiant. Alors, Euh, donc c'est l'histoire de l'abondance ou de la baraka, comme on dit en arabe, euh, et de savoir-faire qu'apportent les femmes. Donc un sultan va répudier sa femme par orgueil et l'oblige à épouser un mendiant. Et donc sa femme part en lui rappelant qu'elle quitte le vieux, c'est ça? C'est quoi la phrase? Elle quitte euh, le vieux, Faire du neuf avec du vieux. elle fait du ça, neuf avec du vieux. cette phrase aurait pu être dans ce conte que tu viens de dire. Ça, c'est l'homme qui chasse sa femme. C'est dans un autre conte. Un homme qui chasse sa femme alors que c'est elle qui est à l'origine de sa fortune. Et c'est là où il y a l'histoire du vieux et du neuf. Mais dans Femme de sultan et Femme de mendiant, euh, Ah oui, c'est je ne sais vrai. pas ce que je pourrais, quel passage je pourrais lire. Alors, Je peux, il fut je un peux déjà temps, résumer le début. Je peux oui, résumer si tout tu à veux fait. le début. Et Ouais. ensuite, à partir de la page 39, il fut un temps. On peut lire ce passage-là. Ah, d'accord. Mhm. La page 39, tu... Ah, voilà, Il fut c'est un bon, temps où j'étais c'est bon. moi-même sultan. Voilà. Alors, je vais résumer le conte pour aller plus vite. Enfin, là, moi, j'y ai vu aussi, toujours grâce à l'introduction de Nadine, j'y ai vu la femme et le pouvoir politique. Parce que femme de sultan, femme de mendiant, donc c'est un sultan qui est avec sa femme dans le palais, un mendiant avec sa femme arrive. Le sultan demande qu'on leur donne une mesure de blé et on leur met dans un sac cette mesure de blé. Et au moment où ils sont en train de partir, la femme constate que le sac du mendiant est troué et il est en train de disperser le blé le long du chemin. Et elle fait cette remarque au sultan, elle lui dit, tu vois, ce n'est pas étonnant que cet homme soit mendiant, sa femme est incapable de coudre, de repriser même le sac qui doit contenir le fruit de leur mendicité. Et là, le sultan lui dit, mais enfin, tu es en train de dire que c'est la femme qui est à l'origine de la fortune de l'homme. Et donc, une discussion s'engage, je passe les détails, le sultan s'emporte, fait revenir le couple de mendiants et un échange de femmes est effectué. Le mendiant répudie la sienne et lui répudie, il dit, bon, voilà, pars maintenant avec le mendiant et la femme du sultan se retrouve femme de mendiant. Le temps passe et je ne sais pas, le temps passe et un jour, elle fait de son nouveau mari, le mendiant, elle le prend en charge et elle fait de lui un sultan. Il devient sultan. Et puis, il- le temps passe et puis le sultan, celui qui était sultan, devient mendiant. Et celui qui était mendiant devient sultan grâce à la femme. Alors, et au comble de l'émotion, le mendiant raconta, le nouveau mendiant, on est à la fin de l'histoire. Au comble de l'émotion, le mendiant raconta. Il fut un temps où j'étais moi-même sultan. Je pensais être le seul à l'origine de mon succès auprès de mon peuple. Au sommet de ma gloire, à cause de mon orgueil, j'ai lâchement chassé mon épouse. Pire, je l'ai échangée contre la femme d'un mendiant. Et me voilà mendiant à mon tour. Le sultan sortit une bourse de sa poche, donc le nouveau sultan, la lui tendit et dit, l'homme, me voici tout à fait certain de ton identité. Tu as devant toi ce mendiant auquel tu as imposé ta femme. Vois-tu, tu m'as offert la richesse, la sagesse et la gloire. Moi-même, j'ignorais alors que ma mendicité venait de ma stupidité à demeurer avec une femme qui était à l'origine de ma ruine. Prends cette bourse et fais-en bon usage.
À présent, tu connais la raison de ton infortune. L'adage nous resta. Il existe deux types de femmes, dame fortune et dame misère. L'une peut conduire à la fortune et l'autre à la misère. الخير مرة والشر مرة en arabe. Voilà. Et l'histoire se termine ainsi. C'est une sacrée responsabilité quand même qui est donnée à la femme, parce que c'est Ah elle qui oui, façonne l'homme. c'est c'est énorme. La femme, on dit qu'elle peut être à l'origine, ça c'est même dans les adages populaires, même si ça peut nous agacer quelquefois, de dire qu'un homme, s'il n'a pas réussi, c'est parce que sa femme, parce que c'est pas toujours vrai dans la réalité, bien évidemment. Là, c'est toujours extrapolé dans les contes, hein. Mm. Mais souvent, même moi, je retourne en Algérie, je reste 2, 3 mois quelquefois, et j'entends toujours ces histoires de d'hommes fortunés, et on dit, ah bah oui, avec la femme qu'il a, il est Mm. fortuné. Et puis le contraire aussi. Mm. Hanan, je te laisse prendre la parole. Active ton micro. Si tu veux réactiver ton micro, Hanan. Alors, est-ce que tu as un problème de micro? Sinon, tu écris la question et je... Ah, c'est bon. C'est bon, merci. Donc, j'aimerais bien revenir et rebondir sur la question de l'enregistrement et du livre audio. Donc, pensez-vous vraiment à enregistrer vos comptes parce que maintenant, la diffusion et voilà, mettre à la disposition de tout le monde, d'un public de divers horizons, ça permet quand même d'avoir une idée sur la mémoire maghrébine orale. Donc, j'aimerais bien savoir que la technologie pourrait vraiment servir votre livre et votre métier en tant que conteuse. Euh, oui, mais vraiment, merci pour cette suggestion, surtout qu'il s'agit d'oralité. On, on est dans l'oralité et c'est vrai qu'il n'y a que l'écrit dans mes contes. Moi, j'ai publié un livre qui s'appelle Contes d'Algérie où il y a un CD. C'était l'époque du CD. Mais numériser le livre, ah ben, c'est une idée à soumettre à mon éditeur. Et à mes éditeurs, parce qu'il y a Almanar, mais il y a aussi mon éditrice Amka de la Geste Ilalienne, que j'aimerais bien numériser. Ben voilà, l'idée est lancée, hein. Mm. Merci, Anan, vraiment merci. Et je Mais vais faire je, ces propositions à mes éditeurs de manière, je, disons de manière ardue. Je vais revenir à la charge, hein. Il paraît que je- je suis tenace. Il paraît que je suis tenace. Moi, je vais être tenace. Mais Nora, je tiens quand même à dire que tu as une chaîne YouTube qui retrace un certain nombre de contes. D'ailleurs, Oui. ça Ah a oui, fait, c'est vrai. Oui, ça c'est a fait vrai. notre grand plaisir en fait pendant le mois du Ramadan. C'est Parce qu'avec intéressant. donc mes filles, il y a 2 ou 3 ans, qui écoutaient tes contes avec joie, et on découvrait des contes absolument merveilleux sous une tente. Voilà, l'atmosphère bédouine est très bien retraduite Oui. sur C'est cette ta vrai que je chaîne. peux aussi dire quelques contes sans que le livre soit numérisé, si ça se fait pas. C'est vrai. Il me faudrait donner du temps à ces moments de narration à mettre en ligne. Il faudrait que je le fasse, oui. Alors, Hedia, Il faudrait que j'ai ces déesses hindoues qui ont plusieurs mains, une centaine de mains. Mais bon, ça viendra, ça viendra. une autre grande dame de la littérature maghrébine vient de nous rejoindre, Hedia Khadar. Je vous remercie d'être avec nous, Hedia. Je ne sais pas si vous pouvez dire 2 mots. C'est bon, le micro est activé, donc c'est bon. Je peux vous laisser la parole. On vous écoute. Vous y arrivez? Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave.
Alors Nora, je pense qu'on avait aussi identifié un dernier texte qui est celui de la poutre. Ah oui. Euh, alors oui, c'était celui dont tu voulais parler. La poutre parle donc de bigamie et Oui. de la jalousie des femmes, mais aussi de la ruse dont fait preuve une femme pour empêcher son mari d'épouser une autre femme. Mais le Euh, mari aussi est rusé, hein. Il est rusé il est aussi, tout hein. aussi rusé. Enfin, c'est un mari qui Ah. connaît très bien sa femme d'ailleurs. Donc, en fait, la bigamie, elle est présentée comme une nécessité économique et je trouve que c'est intéressant aussi de présenter la bigamie comme ça et pas comme voilà, un état qui correspond à des pulsions, aux pulsions sexuelles des hommes. Parce que justement, les hommes se marient là en l'occurrence, pour travailler la laine et le tapis. Donc, c'est un Oui, texte qui est en page 78. Je ne sais pas si oui. tu veux recontextualiser comment ce... Oui, je vais raconter comment j'ai collecté ce conte. Ce conte, je l'ai collecté auprès d'une femme de ma tribu maternelle, donc dans le sud-ouest, une femme du monde rural, hein, du monde rural. Et c'est vrai que dans ce groupe, dans cette tribu, il y a l'élevage de moutons. L'élevage de moutons, la laine, et la laine, il faut la travailler. Et beaucoup plus avant que maintenant, les choses ont changé. Les femmes se réunissaient, faisaient la tuisa pour travailler les tapis, les couvertures, parce que le burnous de l'homme, une femme avant de se marier, elle devait être capable de tisser le burnous de son mari, ce qui faisait d'elle une femme qui donnait l'honneur de son mari à avoir un burnous. C'est pas n'importe qui porte un burnous. Et en même temps, elle devait tisser le tapis et la couverture pour réchauffer ses enfants et son foyer l'hiver. Et comme les femmes travaillaient beaucoup la laine, certains tapis étaient vendus au souk, au marché. Il y a le commerce des tapis, les fameux tapis d'Aflou, rouge et noir, que l'on connaît bien dans cette région d'Algérie. Donc les femmes sont habituées à travailler la laine et souvent le mari prend une deuxième épouse parce qu'il y a beaucoup de travail et les femmes travaillent la laine. Mais j'ai dit souvent, je n'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai connu deux ou trois où les femmes étaient très solidaires, où elles travaillaient la laine. Mais certainement avant, il y a peut-être 100 ans, c'était beaucoup plus fréquent. Donc l'histoire de la poutre, c'est une tribu où tous les hommes, on dit, ont deux épouses pour travailler la laine, sauf un. Et les siens vont le trouver, ils vont lui dire, écoute, ta femme, tu devrais en prendre une deuxième pour vendre des tapis et c'est important. Et il dit, non, vous connaissez pas ma femme est jalouse, elle n'accepterait jamais une autre femme au sein du foyer. Donc les hommes vont trouver l'épouse et ils vont lui dire, mais enfin, laisse ton mari se marier, tu auras une aide, vous pourrez travailler les tapis. Et la femme dit, mais non, moi je lui ai jamais demandé de ne pas prendre une autre épouse. Euh, alors on va le trouver, on dit, mais écoute, l'amour, c'est pas pour les nomades, hein, c'est toi qui ne veux pas te marier. Ta femme est tout à fait d'accord. Donc le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va ruser. Il va trouver sa femme, il lui dit, puisque tu veux que je prenne une deuxième épouse, ça y est, j'en ai trouvé une, et il va au souk, il dit prépare la chambre nuptiale, prépare le couscous pour que les sages viennent donner leur bénédiction pour célébrer le mariage. Je reviens avec une épouse, je fais un mariage rapide, j'en ai trouvé une dans la tribu voisine, et il va au souk et il revient avec une poutre qu'il a habillée de voiles et de vêtements et de bijoux. Elle, en voyant la poutre, elle croit que c'est une femme, il porte la poutre, il la met dans la chambre, il ferme la porte à clé et dit, bon, je vais chercher les vieux sages et je reviens. Et là, je vais vous lire le passage. Quand les vieux sages arrivent, il leur dit, ça y est, je me suis mariée, la mariée est dans la chambre, ma femme prépare le couscous.
Pendant l'absence du mari, la femme en proie à la jalousie se posta devant la fenêtre de la chambre où trônait la poutre habillée. Cette vision lui fut insupportable. Elle entra dans une grande agitation et se mit à se larder les joues de ses ongles tout en hurlant et injuriant la mariée, entre guillemets. Tout à sa crise, elle n'entendit pas les hommes parvenus à sa hauteur. Surpris, ces derniers lui demandèrent la raison de son désespoir. Elle hurla de plus belle en déclarant: C'est la nouvelle mariée. Depuis le départ de mon mari, elle s'est mise à la fenêtre pour m'injurier et me menacer. Elle a fait même serment de me chasser de ma maison. Elle est dangereuse, elle m'effraie. Ô sages de la tribu, ramenez-la à sa famille, je vous en conjure. Le mari, sourire en coin, ouvrit la porte de la chambre, invita les hommes à le suivre, puis il souleva les voiles tout doucement, découvrant ainsi la poutre. Aux hommes stupéfaits, il déclara: Maintenant, vous avez la preuve que mon épouse ne supportera pas même une poutre. Comment voulez-vous qu'elle supporte une femme en chair et en os? La femme confondue, aux hommes qui la fixaient, lança sans hésitation aucune, ces paroles toujours actuelles. Même une poutre rivale est un poison pour la femme. Voilà sur la jalousie. Je suis sûre que Nadine pourra nous dire un mot sur la jalousie. Elle en parle dans la préface. Écoute, je crois que tu sais mieux, Nora, ce que je pourrais dire que moi-même. Mais là, dans l'émotion du moment, en fait, ce qui me frappe, c'est que finalement, on dirait qu'au contact de ces contes de sagesse, dans ton recueil, cet homme est devenu particulièrement sage, en fait. Je suis frappée par la sagesse de cet homme, en fait, qui est capable, lui aussi, d'administrer la preuve, comme les femmes qui ont la patience et qui savent passer par l'allusion, par l'exemple, par le détour. On a là une extraordinaire leçon d'un homme qui a bien compris, qui a bien compris les femmes. Et je pense que la jalousie n'a pas de sexe. Je pense que la jalousie est totalement transsexuelle. Je ne sais pas si je peux dire les choses ainsi, mais c'est un des grands ressorts de l'humanité et de la vie. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le recueil, c'est qu'il vit ce recueil, Nora. Enfin, ces contes dans ce recueil vivent et que tout d'un coup, on est trop content de voir un homme qui est devenu si sage, c'est-à-dire que ces jalousies circulent entre l'homme et la femme selon les situations, et la jalousie n'est pas plus masculine que féminine finalement, et elle est en partage, et là il y a moyen de réfléchir sur comment faire en fait, comment faire. Il aurait pu la prendre au mot et épouser réellement une femme et la faire souffrir. Oui, oui. Parce qu'elle a dit aux sages qu'elle n'était pas jalouse et que c'était lui qui ne voulait pas se marier. Mais non, il a quand même pris la peine de prouver à tout le monde qu'elle était jalouse et qu'il ne voulait pas la chagriner, malgré tout. Oui, c'est un homme qui est digne d'une femme, d'être une femme sage. Oui, oui, exactement. Et Moi aussi, j'aime bien cet homme, je l'aime bien. dans ton recueil, il y a la possibilité d'être transformé et d'évoluer, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux dans ton conte, c'est que les choses ne sont pas faites. Exactement. Et Marie peut être parfaitement clairvoyant et parfaitement administrer la leçon aux autres, en fait. Oui, je vois que tu as de la visite. Oui, c'est mon fils. Oui. Alors, je crois qu'on arrive un peu au terme. Je ne sais pas s'il y a des Ouais, remarques ou quelqu'un veut oui, poser une question. Oui, je t'en prie. oui, Laïla, oui, merci. Ah, moi, je me régale, là. C'est formidable parce que, alors, comme j'ai sens d'éducation, souvent des jeunes, hein, pré-ados, ados, et je me disais en termes de, qu'on appelle institutionnellement l'éducation à la sexualité, finalement, les contes, ça devrait être des beaux supports pédagogiques aussi Exactement. à utiliser parce que cette sagesse qui nous vient de loin, en même temps de près, elle est aussi aujourd'hui, puis elle est universelle. Alors, même avec la technologie, le TikTok, tout ce qui peut exister, accessible,
etc., de plus ou moins bien. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et puis, la sagesse de la dernière, si je puis dire ainsi, du couple, hein, du coup, de cet homme et cette femme, c'est aussi d'avoir conservé leur couple, mais aussi d'avoir conservé la cohésion du groupe. Mm. Et ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire, chacun a gardé sa dignité, mais aussi ils ont gardé, entre guillemets, la dignité du groupe. Ouais, c'est-à-dire, Exactement. alors que souvent, malheureusement, dans ce qu'on nous donne à voir en modèle, il y a toujours cette question, il y a souvent, malheureusement, cette idée de il faut rompre, il faut confronter, faut s'affronter, etc. Ce qui malheureusement parfois est nécessaire, mais il y a d'autres façons de faire, et ces comptes-là, c'est magnifique, c'est super. Voilà. Alors moi, j'ai mis dans la discussion, moi, alors je sais que c'est compliqué, peut-être c'est pas évident, mais peut-être faire des podcasts, ce qu'on appelle des podcasts maintenant, qui pourraient être accessibles. Voilà, donc à vos auditeurs, à vos éditeurs, pardon. Et je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien pour les petits. Et puis, cette question de la virilité que vous avez aussi évoquée au début, parce que c'est aussi une question de ça aussi, hein, être un homme avec un H minuscule et devenir un homme avec un H majuscule. Voilà, c'est une Mm. question de masculinité, de féminité, etc. C'est aussi quelque chose que dans les familles, on a du mal aussi avec ces choses-là. Mm. En tout cas, un Eh grand bien, merci pour ces comptes. Merci de cette analyse. Vraiment, c'est vrai que je n'y ai pas pensé à garder sa personnalité, ses idées et la cohésion du groupe. Et c'est ça le plus difficile. Et là, mm. dans ce compte, il y a ce paramètre que je n'avais pas vu. Merci, merci. C'est vraiment magnifique. Oui, oui, c'est vrai. Je vous en prie. Alors, il y a Hedia Haddad que j'aimerais rapidement présenter parce que ce sera mon invitée aussi prochainement. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle a rejoint le groupe récemment. Elle a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Littérature en thérapie, expérience littéraire des femmes du Maghreb. Donc, elle est professeure à l'université et spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Ma chère Hedia, si vous voulez bien prendre la parole, je vois que vous êtes en train de vous connecter au niveau de la communication, du son. Alors, si c'est possible, je vous laisse la parole. Et si ce n'est pas possible, eh bien, on va passer au mot de la fin, ma chère Nora. Hedia, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Il y a connexion à l'audio, mais je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Euh, Ah, elle n'y arrive pas. Alors, eh ben, écoute, chère dommage. Nora, je te laisse le mot de la fin. Euh, j'aurais, je m'étais pas préparée au mot de la fin. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre et ma joie et mon bonheur, ce sont les analyses de Nadine Decour et c'est à elle que je veux laisser le mot de la fin. Vraiment. Super. C'est Alors, c'est son regard sur ces trésors de l'oralité qui souvent ces femmes qui sont dans l'oralité imaginent qu'elles n'ont peut-être pas de savoir, de connaissances et tout, alors que c'est un véritable trésor. Mm. Oui, N'est-ce pas, Nadine? merci beaucoup Nora. Que dire si ce n'est, en rebondissant sur la dernière intervention, je pense que cette dimension du groupe est fondamentale en fait. Et que là, grâce à cette parole des contes, on a un espace privilégié de dialogue, d'humour, de réflexion, d'astuce, dans le moment présent en fait. Et on est à la fois au cœur de l'actualité, dans toutes ces difficultés, et en même temps dans une sorte de grande respiration parce qu'on est relié aux temps les plus anciens et aux lieux les plus inimaginables, en fait. Donc, c'est, je pense, la force de la fiction, la force de l'imaginaire. Et Nora, c'est merveilleux que cette parole nous vienne dans toute sa vie et ces mots, en fait, et cette rythmique. Euh, voilà, donc je ne sais pas le mot de la fin. Et je crois que ça serait d'une forme de sérénité, de joie, peut-être de gai savoir en partage, dont il nous faut savoir profiter. Je,
Merci beaucoup à vous deux et merci Nadine d'avoir répondu présente à la dernière minute. C'est vrai qu'en explorant les thèmes comme la sagesse, le poids des traditions, la place de la femme, le conte nous pousse réellement à une introspection, à questionner la morale, sa propre morale et à découvrir des perles de sagesse. Je te remercie Nora pour ton engagement auprès des peuples qui n'ont pas oublié le pouvoir et la puissance de la parole dans la transmission de ces sagesses finalement qui sont universelles. Je vais offrir donc ton livre Merci. à un de nos adhérents avec mon petit pot magique et tirage au sort comme tous les mois. Et il s'agit de Aïcha Amiri, que je connais très bien d'ailleurs, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc Aïcha, ce livre est pour toi. Je rappelle donc que bah voilà, si vous voulez devenir membre de Femmes et Diversité, vous pouvez aller sur notre page Helloasso et voilà, donner un peu d'argent parce que c'est grâce à vous qu'on offre ces livres et qu'on peut tenir ce genre d'échange tous les mois. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Virginie Bobet et son ouvrage Suis ton âme, elle connaît le chemin, qui m'a été recommandé par Sonia, ici présente. Je vous remercie tous d'avoir été présents ce dimanche. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis, j'espère, au mois prochain. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes. Au revoir.